Bonsoir chers élèves. Aujourd'hui nous avons une activité de lecture qui portera sur la tragédie moderne Antigone. Nous avons fixé comme capacité d'aujourd'hui étudier le dénouement dans la tragédie, dégager et comprendre les caractéristiques du dénouement tragique. Pour cela, nous allons partir du texte suivant. Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tout regarde Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés et parmi eux, le roi Suyon dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfui dans sa robe. On bouge un bloc encore. Et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. Au fond du trou, il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, et tout à coup, il lui crache au visage. Il tire sur son épée, Créon a bondi hors de portée. Alors, Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, enfin. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes, deux amants au lendemain de la première nuit, ils ont fini eux. Les pauvres de terre auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement après avoir terminé son rang, posément tout ce qu'elle fait un peu plus tranquillement, peut-être que d'habitude. Et puis il est passé dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge. Créon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue, jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Alors après avoir lu le texte, nous allons passer aux questions. Alors on va tout d'abord identifier le passage. Alors concernant le titre de l'œuvre, il s'agit bien sûr de l'œuvre Antigone. Le dramaturge, c'est Jean Anouilh. Le genre littéraire, il s'agit bien sûr d'une tragédie moderne. Autre œuvre du même auteur, on a La Sauvage et Le Voyageur sans bagage. Comme vous remarquez, comme axe de lecture, nous avons la mort d'Antigone et de Aimon. Alors, afin de respecter la règle de la bienséance,
le messager est venu annoncer la mort du personnage principal, Antigone, ainsi que son fiancé, Aimon. Alors, lorsqu'on avait commencé l'étude d'Antigone, on a vu qu'il y a des règles de la tragédie classique, et parmi ces règles, on peut citer la bienséance. Alors, cette règle consiste à ne pas choquer le public. Et pour préparer le lecteur à la réception de cette nouvelle choquante, le messager a débuté son discours par une terrible nouvelle. Alors, comme j'ai bien dit, le messager, c'est lui qui a informé le lecteur de la mort d'Antigone et de Aimon, et aussi de troisième personnage qu'on va découvrir. Alors, quant au cœur, c'est lui qui s'est chargé d'informer le public de la mort de la femme de Créon, Eurydice. Maintenant, nous allons passer au champ lexical. Comme vous l'avez bien remarqué, le champ lexical dominant pour le texte, c'est le champ lexical de la mort. Vous avez ici quelques exemples qui sont extraits du passage. Terrible nouvelle, trou, bloc de pierre, tombeau, hurle, tombe, la tombe, pendu, gémit, main saigne, noir, donc la couleur noire ça connote la mort, épée, la lame, se plonge l'épée dans le ventre, une flaque rouge, tranquillement, couper la gorge, étendu, large tache rouge, bord et profondeur. À partir de ce champ lexical dominant dans le texte, on peut dire que la tonalité dominante dans ce texte, il s'agit de la tonalité tragique ou du registre tragique. Maintenant, nous allons passer aux figures de style, quelques figures de style qu'on a relevées du passage. La première figure de style, vous avez la comparaison. Un exemple, Créon hurle soudain comme un fou. Créon hurle soudain comme un fou. Des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Vous avez aussi la figure de style, la répétition. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Vous avez l'énumération, vous avez l'exemple des fils bleus, des fils verts, des fils rouges. On a aussi une gradation croissante. Et l'exemple, il essaie de relever Aimon et le se plie. Aimon ne l'entend pas, puis soudain, il se dresse. Un autre exemple où se manifeste la gradation croissante, vous avez, il regarde son père sans rien dire, une minute, et tout à coup, il lui crache au visage, il tire son épée. On a aussi la figure de style euphémisme. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils ont fini. Ils sont lavés, maintenant reposés. On a vu que l'euphémisme consiste à ne pas choquer le public en disant des mots choquants d'une manière douce. On a aussi la métaphore et l'exemple, les yeux noirs. Est-ce qu'on peut imaginer une personne qui a des yeux noirs? On a aussi l'antithèse, c'est avec le même sourire, à peine un peu plus triste. On a le mot sourire et son antonyme, triste. Et finalement, vous avez la figure de style, l'hyperbole ou l'exagération. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. Est-ce qu'on peut imaginer que tous les pauvres de Thèbes auront froid? Peut-être quelques-uns, mais on ne peut pas imaginer que tous les habitants des pauvres de Thèbes. Finalement, on peut dire qu'il s'agit bel et bien d'un dénouement tragique, puisque trois personnages ont successivement, de manière successive, ils ont trouvé la mort, à savoir Antigone qui s'est pendue avec des fils de sa ceinture, Aimon qui se plonge l'épée dans le ventre, et
Eurydice se coupe la gorge avec ses broches.